Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de conflits d'associés. Euh, je vais partager mon écran. Voilà. Très souvent, je parle avec des entrepreneurs et je leur dis, mais quels sont les plus gros risques que vous courez dans votre business? Et très rares sont ceux qui évoquent spontanément le risque de conflit d'associés, alors que notre retour au sein de Melsion, c'est que c'est à la fois quelque chose de fréquent et de grave. Et donc, je voudrais vous parler de ce sujet-là en deux parties. Et la première partie aujourd'hui, ben, c'est justement une prise de conscience du fait que c'est un sujet important et grave. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est pourquoi y a-t-il des conflits d'associés? Peut-on analyser des causes? Est-ce qu'on peut les prévoir ou non? Est-ce qu'on peut les anticiper et est-ce qu'on peut les résoudre? La question de la résolution, je la traiterai la semaine prochaine avec en fait un conseil, mieux vaut prévenir que guérir. Alors tout d'abord, quelques petits chiffres sur les conflits d'associés. Par exemple, la fréquence. Je vous invite à faire ça, poser la question à un entrepreneur aguerri s'il a déjà eu des conflits d'associés et vous verrez que quasi systématiquement, la réponse est oui. Moi, personnellement, j'estime la probabilité qu'il y ait un conflit d'associés dans un projet donné supérieure à une chance sur trois, ce qui est un chiffre énorme. Alors, il y a beaucoup de conflits d'associés différents. Il peut y en avoir des mineurs qui se résolvent rapidement et il peut y en avoir des majeurs. Voilà. Or, vous savez que les entrepreneurs, bah, très souvent, après un premier projet, ils en font un second, un troisième. Et donc, un point qui est très important, c'est que euh, tous les entrepreneurs devenant des sérieux entrepreneurs seront tôt ou tard confrontés à cette problématique, sauf bien sûr s'ils se lancent systématiquement seuls. Voilà pour la fréquence. Deuxièmement, la gravité. Est-ce que c'est grave, docteur, si j'ai un conflit d'associés? Quelles sont les conséquences potentielles? Ah, je vais vous lister quelques conséquences potentielles. Dépôt de bilan. Je vous montrerai tout à l'heure quelques petites études de cas et vous verrez que c'est assez fréquent. Burn-out, dépression, perte de valeur pour tous, que ce soit les associés sortants ou les associés restants, déstabilisation des collaborateurs, d'où un déclin ou un gel du business. Et quand ça se passe bien et qu'il y a un associé sortant dont on rachète les parts, endettement important pour arriver à se libérer de l'associé sortant. Bref, une perte de temps et de valeur colossale pour, euh, pour tout le monde. Et ce qui est un point très important, c'est que c'est à la fois quelque chose de très fréquent et de très grave. Et ce qui fait que dans mes retours d'expérience, c'est une des pires situations qui peut se produire et qui nuit au projet entrepreneurial. Quelques points concernant le calendrier. Quand est-ce que se produisent les conflits d'associés? Eh bien, ça peut se produire à tous les stades, tout à fait au début, tout à fait à la fin, mais il y a quand même des schémas, me semble-t-il, qui se répètent. Peu de temps après la création, vous avez plusieurs cofondateurs, et puis très rapidement, on se rend compte que l'un des associés ne trouve pas sa place. Voilà. Donc généralement, comme c'est au début, c'est pas trop grave, sauf s'il part en conservant ses actions, bien sûr, on en reparlera plus tard. Par contre, très souvent, eh bien, ça n'est pas tout de suite, mais c'est après un premier palier de développement, donc de l'ordre de 5 ans, 7 ans après la création, et c'est ce que j'appelle l'effet bombe-à-retardement, dont je reparlerai un peu plus tard. Et c'est un calendrier assez fréquent. Et puis, il arrive aussi que ça se passe en pleine maturité ou en phase de sortie. Hein, bien entendu, il n'y a pas de règle.
Je voudrais attirer l'attention sur la complexité en faisant un parallèle avec la séparation ou le divorce de deux personnes en couple. Quand deux personnes veulent se séparer, il suffit que l'une d'entre elles le souhaite et elle peut légalement l'imposer à l'autre. Dans le cas des deux associés, c'est beaucoup plus complexe et difficile, voire impossible. Quand un associé part, généralement, qui parte avec ses titres n'est pas une bonne option parce que celui qui reste ne veut pas travailler pour enrichir le sortant, et celui qui sort ne fait pas confiance au restant pour fructifier ses titres. Il s'imagine que le soufflet va retomber après son départ, et donc il préfère généralement céder ses titres. Et donc, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et c'est là toute la difficulté. Souvent, une question qui se pose, c'est qui est part et qui reste. Parfois, tous veulent rester, mais ils ne s'entendent pas. Et puis surtout, la principale question, c'est euh, comment on rachète les titres, à quelle valorisation, à quelles conditions. Et dernière condition obligatoire, ben, il faut que le prix convenu soit finançable. Et c'est souvent pas le cas, ce qui veut dire que parfois, ben, des gens restent ensemble à cause de problèmes de financement. Donc vous voyez, c'est infiniment plus complexe et plus difficile qu'une simple séparation d'un couple qui veut divorcer. Euh, alors, quelles sont les causes? C'est très compliqué, il y a beaucoup de causes, et j'ai essayé d'en identifier quelques-unes. D'abord, des conflits d'intérêts structurels. Par exemple, je fixe un exemple, vous vous associez avec quelqu'un qui a un autre business, qui est par exemple son propre business. Donc, il s'associe 50-50 avec lui, et puis il a un autre business où il a 100%. Ben, très logiquement, il privilégiera les intérêts de l'entreprise qu'il détient, il y consacrera plus de temps et d'énergie, et il aura même tendance à faire bosser les deux structures ensemble, ce qui pourra précipiter le conflit associé. Donc ça, il faut faire très très attention, et c'est une cause prévisible, à ces conflits d'intérêts structurels. Deuxième cause, là, c'est quelque chose de beaucoup plus original sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le décalage entre le taux de détention d'un associé et la valeur qu'il crée telle que perçue par les autres. Pour fixer les idées, je vais vous donner quelques exemples. Il y a 2 ou 3 cofondateurs qui s'associent en se répartissant le capital à égalité, 50-50 si on est 2, 3 fois un tiers ou 4 fois un quart si on est 3 ou 4. Un certain nombre d'années plus tard, parmi l'ensemble des associés, un leader s'est dégagé et il considère, la question n'est pas de savoir si c'est légitime ou pas, qu'il apporte beaucoup plus de valeur que les autres. Par exemple, 2 associés, l'un s'occupe de la stratégie et le commercial, l'autre de la technique. Le premier se considère comme la locomotive du projet et il considère les autres comme des boulets. Il ressent un sentiment d'injustice et souhaite réajuster la part de valeur via les taux de détention, ce qui n'aboutit jamais. Et là, euh, ça peut créer un conflit grave, en particulier s'ils considèrent que les apports de valeur sont très différents alors que le taux de détention sont identiques. Un autre exemple, c'est l'associé dormant qui, par exemple, qui part en conservant ses titres, où on donne des parts au départ parce qu'il a donné un coup de main et puis qui n'apporte plus de valeur. J'ai appelé ce cas de figure la bombe à retardement parce qu'elle n'explose pas tout de suite. Tant que l'entreprise est jeune et qu'elle lutte pour se développer et qu'elle n'a pas de valorisation significative, le conflit reste latent. Que vous ayez 80% ou 20% d'une entreprise qui vaut rien, bah, quelque part, votre capital, entre guillemets, est le même. Mais dès que l'entreprise se développe, la valeur se concrétise, bah, le conflit latent devient réel, d'autant plus que les associés qui apportent moins de valeur qu'ils ont de taux de détention bénéficient d'une rente de situation inexpugnable via leur détention capitalistique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré et je vous le montrerai dans les cas pratiques. Bien entendu, il y a d'autres causes de conflits, de divergences stratégiques sur la vision du projet, sur les valeurs des associés, sur l'âge et la situation personnelle des associés,
les taux de détention. Un minoritaire et un majoritaire n'ont pas les mêmes intérêts, les stratégies de sortie, etc., etc. Et puis, dernier point de clause de conflit, c'est l'inexpérience des entrepreneurs, parce que la détention capitalistique, c'est comme au poker, il y a les amateurs, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui ne sont pas conseillés, les expérimentés, les serial entrepreneurs ou les business angels, et les professionnels qui sont les venture capitalistes qui sont à la table de poker toute l'année et tout le temps. Un amateur qui s'associe avec un expérimenté ou un professionnel ne joue pas à armes égales. Le pro, il va peaufiner un pacte d'actionnaires avec tout un tas de clauses, avec des avocats spécialisés. Il va éventuellement mettre beaucoup de fonds propres sur la table dès le départ, ce que ne peuvent pas faire les autres cofondateurs. Il va influencer le choix du mandataire social, etc., etc. Et l'entrepreneur non expérimenté se rend compte plusieurs années plus tard que le pacte d'actionnaires lui était tout à fait défavorable. C'est un cas de figure très fréquent. Et c'est non plus comme dans la cause précédente un sentiment d'injustice, mais là un sentiment de tromperie qui peut déboucher à ce moment-là sur un grave conflit d'associés. Quelques petits cas réels que j'ai traités, il y en a une quinzaine. J'ai un gros tiers de divergence stratégique, un gros tiers Tristan, oui, il te reste une une minute. minute, Désolée. de déséquilibre entre la valeur créée telle que perçue par les associés et le taux de détention, et un petit nombre de conflits d'intérêts. Ça se passe souvent mal, des dépôts de bilan, des sessions d'actions à prix cassé, etc. Parfois, ça se passe bien, c'est-à-dire que l'associé restant arrive à racheter les associés sortants. Mais regardez, ça prend toujours un temps fou, énormément d'énergie, etc. Si on fait une rapide synthèse de ces cas réels, il y a beaucoup de divergences stratégiques avec des conséquences plutôt graves, beaucoup de problèmes liés au déséquilibre entre les taux de détention et la valeur perçue, quelques conflits d'intérêts structurels, beaucoup de conflits en cas de détention 50-50. Hein, si vous regardez le tableau à tête reposée, vous verrez que c'est le cas. Des durées longues et puis des coûts énormes, 100% de la valeur en cas de dépôt de bilan. En cas de rachat des titres, ce qui est le beau cas de figure, une capacité d'endettement saturée pendant des années et puis un ralentissement du développement de l'activité. Donc, une première conclusion, la suite la semaine prochaine. Autant il est légitime de partager la valeur entre des associés qui y contribuent, autant le partage capitalistique est un piètre outil quand il est effectué a priori, basé sur les espoirs futurs d'apport de valeur par les différents associés. La valeur apportée par un associé dans le futur est imprévisible. Le futur est imprévisible et fluctuant. Il peut apporter beaucoup de valeur au début et plus après. Au contraire, la répartition capitalistique est gravée dans le marbre. Imaginez que vous alliez à une réunion de copropriété et vous dites aux autres copropriétaires, j'apporte beaucoup pour la copropriété, je surveille les travaux, je veux une réduction de mes millièmes. Eh bien, tout le monde va rire. Et donc, cette inadéquation entre la rigidité de la répartition capitalistique et l'imprévisibilité de l'apport futur des associés peut être une cause de conflit d'associés. Voilà, et je citerai un dernier exemple, c'est la répartition de capital 1 sur N. On est deux, on fait 50-50, on est trois, on fait un tiers chacun. Eh ben, c'est un très mauvais schéma parce qu'il n'y a aucune raison pour que 10 ans ou 15 ans après la création d'une entreprise, les différents cofondateurs aient créé une valeur comparable. Et si les apports de valeur entre les différentes personnes sont très différents, vous avez là matière à un futur conflit d'associés. Merci Voilà Tristan. pour le constat. Les solutions la semaine prochaine.